Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour votre 13h. Voici les titres de ce jeudi 24 avril. La ville de Kiev sous les missiles russes, c'est une attaque d'ampleur qui a été lancée contre l'Ukraine. Il y a au moins 8 morts, 70 blessés. La Russie est le véritable obstacle à la paix, dénonce l'Europe. Confisquer les téléphones portables, c'est la nouvelle mesure choc annoncée par le gouvernement pour lutter contre la consommation de drogue. En cas d'arrestation, le smartphone sera confisqué. L'appel des fabricants de meubles à acheter français. Ils redoutent une déferlante des produits chinois, dont certains ne respectent pas d'ailleurs les normes de sécurité. Dans votre 13h en France, on ira aujourd'hui à Notre-Dame-de-la-Garde. La Bonne Mère de Marseille a entamé des travaux de rénovation historique. La célèbre statue va retrouver son éclat doré. Et puis on vous emmènera à la découverte du vignoble de Saint-Pourçain, le petit joyau de l'Auvergne. De beaux territoires, de beaux terroirs, une large palette de cépages. On va déguster et goûter, évidemment. C'est donc l'une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne, Kiev. Il y a au moins 8 morts, 70 blessés et c'est encore un bilan provisoire. Les images et les réactions avec Maryse Burgot. Le visage blême et la poussière des explosions sur les cheveux. Cette jeune femme est extraite des décombres cette nuit à Kiev. Elle est sauvée. Mais 8 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dans ces immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne, l'une des attaques les plus meurtrières depuis des semaines. 70 missiles et 145 drones lancés par les Russes sur tout le pays. Cette femme est encore sous le choc, son chien à ses côtés. Je n'ai pas eu le temps de sortir avant les explosions. Tout a volé. La maison des voisins est complètement détruite. Je ne voyais plus rien. J'étais terrorisée. Être réveillé en pleine nuit par les frappes. Courir se réfugier dans les abris. Entendre pour la énième fois les alertes aériennes. Se dire que ça ne finira donc jamais. S'endormir sur un sac à dos. Tenter de rassurer les enfants. Tu as eu trop de stress pour dormir, Solomia. Oui, j'allais m'endormir, mais il y a eu ces explosions tellement fortes. Très fortes. Très fortes. Est-ce que tu as eu peur? Oui. Au petit matin, cette habitante découvre que sa mère a été tuée. Les Russes disent avoir visé des cibles militaires, mais ces habitants, qui ont parfois perdu leurs proches, sont tous des civils. Oui, cette attaque meurtrière de Moscou intervient alors que Donald Trump accuse une nouvelle fois le président ukrainien Zelensky de saboter la paix, ce sont ses mots, car ce dernier refuse de reconnaître l'annexion de la Crimée par Moscou. À Rome, maintenant, ce sont plus de 50 000 fidèles qui ont déjà rendu hommage au pape François. La foule est toujours très importante, comptez entre 3 et 4 heures d'attente pour se recueillir quelques instants. Parmi ces fidèles, beaucoup de Français que l'on a suivis avec nos correspondants Claire Vérov, Baptiste Lègle et Julien Cohen-Olivieri. Ils ont parcouru 900 km pour se rendre à Rome. Alors, heureux? Heureux, oui, heureuse. C'est effectivement la mort du pape, mais pour nous, c'est incroyable. Leur pèlerinage, prévu de longue date, prend une autre tournure. Au moment d'apercevoir la coupole du Vatican, émerveillement pour Vianney et sa sœur Sixtine. C'est ma première fois à Rome, donc c'est très impressionnant. C'est là qu'il y a beaucoup de papes qui ont été enterrés, et puis c'est aussi là que nous attend le pape François, donc c'est sûr qu'au niveau spirituel, c'est quelque chose, c'est sûr. Alors qu'importe la foule, les milliers de fidèles qui affluent avec eux, qu'importe les difficultés, Marie-Alice Torres, 75 ans, file droit vers la chapelle Sixtine. C'est la première fois que je ne pouvais pas rater cette opportunité. Malgré mon petit handicap, mais bon, on tient le coup. Elle ne repartira pas sans voir le pape. La guide là-bas devant, elle est en train de nous dire 5 heures de queue. Pour voir le pape. Mais ça va vous décourager? Non. Non. Ah là là là, pas du tout. Les fidèles français tiennent à honorer le pape François. Et pour assister à ses obsèques, cette étudiante a même chamboulé son calendrier. Il fallait que je reparte à l'université hier, mais j'ai prolongé et je vais repartir dimanche matin pour pouvoir assister
aux funérailles à Saint-Pierre. Si on pense que même les présidents viendront, ce sera quelque chose d'exceptionnel. À événement exceptionnel, tenue exceptionnelle, même si ces touristes du Luxembourg sont un peu pris de court. On a pris pour visiter des baskets, des habits normaux, mais on va aller faire un peu de shopping aussi pour sûrement une chemise, truc comme ça, quand même respectueux. Ma mère a été très émue aussi par la mort. Donc c'est une occasion, je viens à sa place, je prends des photos comme si elle était là. À Rome, où depuis l'Hexagone, les catholiques français seront nombreux à suivre les obsèques samedi. Et depuis l'annonce de la mort du pape François, les objets à son effigie s'arrachent dans les magasins de souvenirs, les t-shirts, les chapelets, les photos ou encore les pièces de collection. Tout le monde veut emporter un petit morceau de mémoire de ces 12 années de pontificat. Peggy Mogé avec Florence Crimon et Lorenza Penza. Dernier essayage pour le père Bernal. Il est le secrétaire du cardinal du Paraguay. À ce titre, il assistera samedi aux funérailles du pape vêtu de cette nouvelle soutane taillée sur mesure. Si vous prenez une taille trop grande, ça va nettoyer le sol, ça va toucher par terre. Le code vestimentaire est strict. Pour couvrir la soutane, cette tunique blanche brodée et sur sa tête, la barrette noire. On n'est pas habitué à porter ça dans notre pays. Nous, on utilise des vêtements plus simples. Mais là, nous allons rendre le salut à notre pape, avec nos mots, mais aussi avec nos habits. C'est ainsi que nous portons le respect à notre cher pape François pour le dernier adieu. À 2 jours de la cérémonie, le quartier du Vatican est en effervescence. Le pape est mort et les fidèles se consolent avec des souvenirs. Cette boutique d'objets dérivés, à l'image du souverain pontife, vient à peine d'ouvrir. Elle est tout de suite prise d'assaut. Moi, d'habitude, je suis côté administratif. Je ne suis pas à la caisse. Mais vu l'affluence des clients, logiquement, je donne un coup de main. Là, on est à plus 30% de vente, c'est sûr. Et plus on avancera dans le temps, plus ça augmentera. Ce prêtre est venu spécialement de Colombie. Il ne repartira pas sans un objet en mémoire du Saint-Père. Encore faut-il le choisir. Ça me plaît. C'est un bel objet. Le souvenir du pape est évidemment dans nos cœurs, mais c'est toujours bien d'avoir une image de lui, chez nous, quand on passera devant. Porte-clés, vaisselle, portrait. Dans quelques jours, le visage du pape François sera remplacé par celui de son successeur. Et samedi, dès 8h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour suivre en direct les obsèques du pape François avec toutes nos équipes, notamment sur place. Saisir les téléphones portables des consommateurs de stupéfiants, c'est donc la nouvelle mesure choc annoncée aujourd'hui par le gouvernement. Elle est testée à Bayonne et elle est jugée plus dissuasive que les amendes, comme nous l'expliquent Laurence Naon, Emmanuel Binet et Marie Hollander. Depuis quelques années, le marché de la drogue s'est délocalisé. De la rue, il a massivement migré vers les téléphones portables, sur des messageries cryptées notamment, où les dealers proposent toutes les substances, affichent leurs tarifs, détails horaires et modes de livraison. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin la saisie et la confiscation des téléphones portables des consommateurs lors des opérations de police. C'est manifestement par leur téléphone portable qu'ils envoient un SMS qui passe par signal Telegram ou WhatsApp ou qu'ils appellent leur dealer ou que leur dealer appelle le consommateur. Aujourd'hui, la loi nous permet de saisir un téléphone portable, une voiture, une moto, un quad, la confisquer, c'est-à-dire la vendre, avant même que la personne soit condamnée. Cette annonce laisse sceptiques beaucoup de Français rencontrés ce matin qui doutent de son efficacité. Ça sert à rien si l'autre téléphone, il peut en racheter un autre après. Ça sert à rien ce qu'il fait. Après, ils peuvent forcément prendre le téléphone de quelqu'un d'autre et faire exactement la même chose. Oui, donc il n'y a pas de... C'est un peu cause perdue, quoi. Téléphone ou pas, ils réussiront à s'en procurer quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde qui en prend, je pense, des stupéfiants. Donc ça fait beaucoup de téléphones enlevés. La saisie des téléphones portables des consommateurs est déjà expérimentée à Bayonne. Le procureur de la République défend cette plus grande fermeté. Cela part aussi du constat que démanteler les filières de trafic de stupéfiants, c'est essentiel, mais qu'il faut également s'attaquer à la demande et donc assumer une répression accrue des consommateurs de stupéfiants. Les politiques tentent de resserrer l'étau autour des consommateurs de drogue. En 2020, une amende immédiate de 200 € a été instaurée pour les usagers en possession de petites quantités de stupéfiants.
Et puis c'est une agression qui avait suscité une vive polémique et une vive émotion, celle du rabbin d'Orléans sous les yeux de son jeune fils de 9 ans. Son agresseur, un mineur de 16 ans, a été condamné à 16 mois de prison ferme. À Dunkerque, le choc et la colère après l'annonce surprise du plan social d'ampleur d'ArcelorMittal. Le géant de l'acier va supprimer 600 postes, dont beaucoup à Dunkerque, ce qui risque d'impacter toute la région. D'ailleurs, ce matin, les salariés se sont mobilisés pour aller à la rencontre des habitants. Claire Colnet était sur place avec Valentin Cruard. Ils se sont levés aux aurores pour tenter de mobiliser tous les salariés de l'acierie. On lâche rien les gars, c'est le début du combat. À Dunkerque ce matin, les syndicats d'ArcelorMittal furieux au lendemain de l'annonce de la suppression de 600 postes. Très déçus de notre direction, ça c'est certain, et remontés fortement. Sincèrement, parce que c'est ignoble ce qu'ils nous font là. On subit depuis X années. Sur ce site, près de 200 emplois sur environ 3000 seraient concernés. À la production ou encore au service client où travaille ce salarié. On a appris ça hier, donc on est encore entre guillemets en état de choc, on verra. De toute façon, je trouve pas ça juste. Surtout qu'en fait, ils vont déplacer la formation, enfin notre poste sur la Pologne. Moi, je suis technicien à l'acierie au convertisseur. Et on attend de savoir exactement comment on va être impacté au niveau des suppressions de postes et qui va être impacté. La direction évoque les difficultés du secteur de l'acier en Europe et notamment une concurrence internationale féroce. Des arguments insuffisants pour le maire de Dunkerque qui demande aux sidérurgistes des garanties sur l'avenir du site et s'engage à aider les salariés licenciés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un territoire qui est dans une bonne dynamique économique. Et donc, évidemment, aucun salarié concerné par ce plan d'ArcelorMittal ne sera mis sur le carreau. Pour Dunkerque, en effet, l'annonce tombe au plus mal, à l'heure où la ville connaît un regain d'activité industrielle. Ici, ArcelorMittal est une institution. J'ai travaillé 39 ans là-bas, alors croyez-moi que c'est pas évident. 39 ans, ouais. Ça fait mal au cœur un peu. C'est quand même des fleurons qui disparaissent. Voilà. Et l'économie dunkerquoise va en prendre un sacré coup. Certains commerçants craignent précisément une baisse des ventes, comme ce vendeur d'accessoires de mode. Dans ce commerce, on va toucher, ça c'est clair. Ceux qui ont des crédits de maison, vous vous rendez compte? Crédit de maison, crédit de voiture, les enfants à nourrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont faire quoi? Selon les syndicats, ArcelorMittal et ses sous-traitants font travailler 20 000 personnes dans le Dunkerquois. C'est près d'une famille sur 5. Enfin, une amélioration dans le sud-ouest après les fortes inondations de ces derniers jours. La décrue a commencé et se déplace vers Laval. Il ne reste plus que 2 départements en alerte orange, la Charente-Maritime et la Gironde. La situation s'améliore nettement, notamment en Gironde, comme sur ces images, après les crues records. L'appel au patriotisme des fabricants de meubles français. Vous avez peut-être ce matin aperçu leur publicité en ouvrant vos journaux. Les professionnels de la filière s'inquiètent effectivement de l'arrivée massive de mobilier chinois suite à la hausse des droits de douane avec les États-Unis. Ils ont donc décidé de se mobiliser. Alors est-ce possible d'acheter français pour son intérieur et sans se ruiner? C'est toute la question. Les réponses avec Raphaël Asensio, Chloé Tixier et Hippolyte Rio du Cosquer. Dans ces magasins d'ameublement, si certains produits sont d'origine France, d'autres viennent de plus loin, la Chine notamment. Le lieu de fabrication, un critère important pour ce couple jeune propriétaire qui doit meubler son appartement. Pour le bon rapport qualité-prix, en fonction de l'origine des meubles et du prix, on prend un peu la globalité en compte, quoi. Je dirais que ça demande du temps de comparer tous les produits, on essaye de bien faire, mais il faudrait passer beaucoup de temps, je pense, pour regarder toutes les origines et également savoir le prix. Risque pour la santé, fausses allégations ou mobilier pas assez durable. Une étude de la filière du meuble français épingle certains de ces produits importés, vendus en France via des plateformes internet et dont les ventes explosent. Dans cette usine, dans le Nord, 150 000 pièces de literie sont fabriquées chaque année. C'est un matelas 100% français avec de la mousse française et des ressorts qui sont européens. L'entreprise assure avoir perdu des clients professionnels ces derniers mois qui se fournissent désormais pour moins cher en Asie. Alors certains des plus de 80 salariés craignent pour leur emploi. Ça m'inquiète, oui. Ça m'inquiète parce que les gens regardent plus à leur porte-monnaie qu'à leur savoir-faire et la qualité que nous, on peut apporter. Donc c'est vrai que ça m'inquiète. Même s'ils essayent de rester compétitifs avec une entrée de gamme autour de 300 € le matelas, difficile de baisser les prix au même niveau que leurs concurrents sur Internet. On est de plus en plus attaqué par ces vendeurs étrangers. Donc si les plateformes laissent faire et continuent
d'alimenter leur site internet avec ce type de produits, ça sera de plus en plus difficile, ça c'est sûr. Contactées ce matin, certaines des plateformes visées nous assurent réaliser aussi des millions de tests chaque année et tout mettre en œuvre pour s'assurer de la qualité de leurs produits. Des trains flambant neufs, c'est aujourd'hui que la SNCF a mis en circulation sa nouvelle rame de TGV Ouigo. Des sièges plus confortables, plus d'espace pour les bagages, des prises de courant. Alors qu'en pensent les voyageurs? On a pu monter à bord avec eux. Première impression avec Luc Bazizin, Olivier Poncelet et Noé Salem. Ce matin, Gare de Lyon, c'est l'attraction. Le train à bas coût de la SNCF présente sa nouvelle collection. À l'extérieur, pas de changement. Le Ouigo s'habille toujours de rose et de bleu. En revanche, il s'offre un petit coup de jeune à l'intérieur. Des appuis-têtes plus larges et de nouveaux sièges bleus à pois rouges accueillent pour la première fois des voyageurs, comme cette mère de famille avec ses 2 enfants qui découvrent l'espace. Ils sont plus larges, on a l'impression qu'on a plus de place. C'est confortable? Oui, c'est un peu dur, mais bon, ça, pour 2 heures, c'est suffisant. Je trouve ça assez spacieux. À voir comment ça va évoluer dans le temps, s'il va être aussi propre que ça. Quant à cette maman, c'est le dépaysement. On pensait qu'on était en première, on pensait qu'on s'était trompé, qu'on était en première du coup. Donc voilà, non, écoutez, surtout ce qui est pratique, c'est les prises, j'avoue. Des prises électriques gratuites à chaque siège, alors qu'elles étaient payantes jusque-là. Pour les cyclistes, un espace est prévu pour accrocher les vélos. Toujours pas de voiture-bar, mais un coin salon pour se détendre ou passer un petit coup de fil et des matériaux plus résistants. On a des matériaux qui sont plus durables. Vous voyez, on avait de la moquette, ici on a du cuir. Vous voyez, sur les côtés, ici par exemple, on a mis un matériau en fait résilient qui permet une bien meilleure durabilité. Les sièges sont moins épais et l'espace dédié aux bagages en milieu de rame a disparu. Résultat, 19 places de plus par rame. Une nouvelle desserte est prévue d'ici fin 2025, la Côte Basque avec un Paris-Hendaye. Des services d'aide à domicile trop chers et des personnels qui ne sont pas suffisamment qualifiés. C'est le rapport accablant que dresse la Direction générale de la concurrence. Ces aides à domicile sont pourtant essentielles pour accompagner notamment les personnes âgées. Attention donc si vous y avez recours. On vous explique pourquoi avec Dorothée Lachaud et Guillaume Le Goff. 2 fois par jour, Pierre-Olivier Commel, paraplégique, dépend de l'aide d'une auxiliaire de vie pour se lever, faire sa toilette ou encore manger. En 2018, il signe un contrat avec une agence de services à domicile, supposée lui garantir des prestations quotidiennes. En cas d'indisponibilité, la société s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer le remplacement dans la journée. C'est pas ce que vous avez constaté? Non. Un contrat loin d'être rempli. Plus d'une dizaine de fois, personne n'est passé à son domicile, selon lui. Il y avait des week-ends entiers où je n'étais pas levé, quoi. Je restais dans mon lit et j'étais malheureux, quoi. S'il ne pouvait pas faire intervenir une voisine, eh ben, je ne mangeais pas. Des manquements niés par l'agence en question que nous avons contactée. Mais selon la direction des fraudes, Pierre-Olivier Commel est loin d'être un cas isolé. Dans une enquête alarmante effectuée sur 360 établissements de services à domicile, plus de 70% d'anomalies ont été détectées. Quelques exemples de pratiques commerciales trompeuses, la surfacturation qui peut être pratiquée, ou encore la pratique qui consiste pour un opérateur à promettre 1 heure de prestation et en fait à ne délivrer qu'une demi-heure de prestation effective et à facturer à côté une demi-heure de transport en l'intégrant à la prestation. D'autres clauses abusives qui permettent aux agences de s'exonérer de toute responsabilité en cas de vol à domicile ont aussi été relevées. Des dysfonctionnements liés, selon ce représentant du secteur, à l'encadrement des tarifs, trop bas. Les tarifs de prise en charge sont très inférieurs à ce qui se font par exemple dans d'autres pays européens. Je vous donne l'exemple de la Hollande, 45 €. Nous, on a 24 € pour accompagner nos personnes âgées à domicile. On ne peut pas attendre un service parfait avec un tarif à 24,50 €. Face au manque de personnel de la filière, il est parfois difficile pour les bénéficiaires de changer d'agence. La direction de la concurrence incite donc à détailler chaque prestation du contrat. Dans votre trésor, c'est un savoir-faire cette fois bien français dont on vous parle et une première mondiale. Regardez, ce bateau a la forme assez étonnante. Il s'agit en fait de la station polaire Tara qui s'apprête à partir à l'assaut des glaces de l'Arctique. On a pu exceptionnellement monter à bord en avant-première avec Alexis Delcourt et Loïc Lemoigne. Au large des côtes normandes, un objet flottant non identifié. Ce bateau d'un nouveau genre, trapu et massif, tout en aluminium,
c'est la Tara Polar Station, la nouvelle station polaire française destinée à se faire prendre dans les glaces du pôle Nord. Le bateau, il a cette forme arrondie, un peu comme un noyau d'olive. Et cette forme arrondie, si elle est comprimée, eh ben, elle est repoussée en surface. Donc ça évite au bateau de se faire comprimer. Pour résister aux conditions les plus extrêmes, il a fallu tout le savoir-faire des chantiers navals de Cherbourg. 150 000 heures de travail durant 18 mois pour créer un vaisseau indestructible. Ce matin, les 200 ouvriers qui ont participé à la construction sont venus assister au départ. Une fierté partagée par les dirigeants du chantier naval. C'est un aboutissement et c'est la fin de la construction et c'est le démarrage de la grande aventure. Voilà. On est prêt à larguer derrière. Ok, on peut larguer. Merci. De façon exceptionnelle, nous avons pu embarquer à bord pour cette première navigation jusqu'au port de Lorient. L'occasion de découvrir le comportement marin de la station polaire. Et malgré une mer calme, nous sommes déjà bien chahutés. Elle roule. Ouais, clairement, non, ça vous trouvez pas? Donc là, on découvre. On s'y fait. Et ce qui va être génial, surtout, c'est elle est faite pour être dans le glace, quoi. Donc quand elle sera dans la banquise, là, je crois qu'elle aura tout son potentiel. Ouais, je vous emmène voir les labos en bas. Pour découvrir le potentiel de la Tara Polar Station, il faut plonger dans ses entrailles. Ici, c'est le laboratoire humide. Donc c'est très grand, quand même, hein. Il y a ce treuil là, donc on envoie avec un câble enroulé sur le treuil ici, et tous les appareils au fond de la mer en fait. 2000 mètres de câble il y a. Bardée de technologie, la Tara Polar Station permettra aux scientifiques d'étudier l'atmosphère, mais aussi la glace et la biodiversité de l'Arctique, y compris durant l'hiver polaire et ses températures jusqu'à moins 50 degrés. Elle partira dans le Grand Nord en 2026 pour se faire prendre dans la banquise et dériver avec elle durant 500 jours, avant de recommencer une dizaine de fois. L'objectif est de percer les secrets de ces micro-organismes qui vivent dans la glace de mer. Si cette glace, elle disparaît comme les enjeux du climat le prédisent, qu'est-ce qui va devenir de ces organismes? Leur écosystème, leur habitat va plus être là. Est-ce qu'ils vont s'adapter dans l'eau liquide ou est-ce qu'ils vont disparaître parce qu'ils sont plus adaptés là, dans le nouvel environnement l'été? Donc toutes ces questions-là, on n'a pas les réponses et on va essayer de les chercher, un peu comme une grande enquête. L'équipage de la Tara Polar Station devra vivre en autonomie totale durant 8 mois d'affilée. Jusqu'à 18 personnes à bord pour écrire une nouvelle page de la recherche polaire. Ça vous dit, Valérie? On embarquera bien pour le voyage. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Bon, on serait parti pour un petit moment, là. Ouais, ravi de vous retrouver. Bonjour, Valérie. Moi aussi, bonjour à tous. Comme tous les lundis et comme tous les jeudis, pour votre rubrique avec vos bonnes ondes. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Normandie, où rien ne se perd, tout se recycle. Vous allez nous expliquer. Vous avez découvert une petite entreprise qui offre une deuxième vie aux conteneurs. C'est ça, vous le savez, les conteneurs, ce sont ces boîtes multicolores qui voyagent sur toutes les mers du globe. Et quand elles ont beaucoup bourlingué, eh bien, elles s'abîment et les compagnies maritimes s'en séparent. Mais près d'Évreux, vous l'avez dit, Julien, cette petite entreprise les recycle. Vous allez voir, une fois aménagées, relookées, ça donne des choses étonnantes. Lola Chavy et Théo Manisier nous racontent la deuxième vie des conteneurs. Mon idée pour la France, c'est de récupérer des conteneurs qui ont beaucoup voyagé, qui sont un peu fatigués, et je leur donne une seconde vie. Ce matin-là, Tony nous a donné rendez-vous dans son entreprise. Il reçoit un conteneur. Bonjour, ça va? Ouais. Qu'il va transformer en friterie. On voit qu'il y a quelques bosses, des coups de fourche dus à sa première vie, mais il est plutôt pas mal. Une fois qu'il sera poncé et repeint, ça sera beaucoup plus atténué. Des vieux conteneurs qui ont vécu, il en rénove 3 par mois. Et c'est un sacré chantier. Celui-ci sera un snack pour un camping. Il doit être livré dans quelques jours, clé en main. L'objectif, c'est vraiment de faire 80% du chantier ici dans l'atelier, de le livrer chez le client et faire juste les finitions. On fait tout à l'atelier, on livre et on s'en va. Et la matière première ne manque pas. Des grosses boîtes, il en transite des milliards sur toutes les mers du monde. On les retrouve dans les ports. Ce gigantesque porte-conteneur fait une pause en Normandie avant de continuer sa route vers le Sénégal. Ce navire-là, il fait escale au Havre pour traiter environ 1000 conteneurs. Ils ont beau être solides, au fil des escales et des voyages, ils s'abîment. Il y a l'usure,
Les chocs. Au bout d'un certain temps, les compagnies maritimes s'en séparent. Le but est que les conteneurs puissent avoir une durée de vie pour le maritime d'entre 15 et 18 ans, sachant que derrière, les conteneurs peuvent être revendus, peuvent avoir une deuxième ou une troisième vie. Ce sont ces boîtes hors d'usage que Tony rachète et transforme pour ses clients. Et ça marche, comme ici en Normandie, avec cette laverie installée au bord de la route. C'est l'aspect écologique du projet qui a séduit le gérant. Regardez la robustesse. Pour un budget équivalent, on a une structure beaucoup plus solide. Il a peut-être traversé l'Amérique, ce conteneur ou... Ah, il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Et puis là, écoutez, il est dans son port d'attache, son port final. Et ça plaît aussi aux clients. Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet de redonner vie à des objets. C'est pas plus cher et c'est plus écologique, donc tant mieux pour l'environnement et tant mieux pour mon porte-monnaie. Retour à l'atelier. Après 3 semaines de travail, le snack est prêt. Tony va le livrer chez son client, qui n'en est pas à sa première commande. Donc là, on va au camping du Château de Goiff. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien, merci. Eric tient un camping 4 étoiles en Île-de-France. Cette boîte, il en a besoin pour la saison qui commence. Des conteneurs, il en a déjà acheté 3. Tous pour des usages différents. Ici, l'espace coworking, télétravail, c'est mobile. Je peux le changer de place, je peux réorganiser mon espace comme bon me semble. Il a été séduit par le côté pratique. Ici, c'est notre espace bien-être. Il suffit de brancher l'électricité et l'eau et tout fonctionne. Eric a déboursé 20 000 € pour celui-ci. Voilà les clés, vos clés. Il accueillera bientôt un petit restaurant. Heureux ? Très content, très très satisfait du rendu et puis on attend les clients maintenant. Partout dans le monde, ces boîtes inspirent des architectes soucieux de préserver la planète. Des logements sociaux à Barcelone, un centre commercial à Londres. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Et moi, j'ai un copain qu'on a fait un café sur la plage. Voilà. Ah oui, on en voit de plus en plus. C'est vrai que la ressource est inépuisable. Oui, elle est même vertigineuse. Regardez, rien qu'au port de Shanghai, c'est le plus gros port pour le transport des marchandises, c'est 50 millions de conteneurs qui transitent chaque année. 3 millions pour le port du Havre, qu'on vient de voir dans le reportage. À côté des Chinois, évidemment, on est petits joueurs. Mais tout ça, ça fait quand même pas mal de boîtes à recycler. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de réutilisation, comme on l'a vu ? On en fait plein de choses avec ces boîtes. Dans les Vosges, regardez, cette entreprise les recycle en piscine. C'est beaucoup plus facile et plus rapide à poser qu'un bassin qu'il faut maçonner, évidemment. Il faut compter 17 000 €, tout compris pour une piscine de 5 mètres sur 2,30 mètres. Et une fois enterré, on ne voit plus du tout que c'est un conteneur. Regardez, autre utilisation, on retourne au Havre. Le Crous les a empilés pour faire une résidence étudiante. C'est une esthétique un peu étonnante, mais ça donne des studios de 24 mètres carrés qui trouvent chaque année preneur. Alors, il n'y a pas que les conteneurs d'ailleurs qui se recyclent. Les tonnes de vêtements qui nous arrivent du bout du monde par la mer peuvent aussi avoir une deuxième vie. Oui, et terminer sur les murs de nos maisons. C'est l'idée de Clarisse, une jeune entrepreneuse installée en région parisienne qui sauve nos vieux vêtements de la poubelle. Elle les broie, elle les mélange avec une colle écologique et ce mélange est ensuite pressé. Et ça donne, vous le voyez, des briques de tissu. Et ces briques, elles ont plein d'avantages. C'est décoratif, ça isole du bruit, du froid. On en voit d'ailleurs de plus en plus sur les murs des boutiques et vous aussi, vous pouvez en acheter pour chez vous. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau quand on sait que chaque année, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées à la poubelle en Europe. Mais après tout, toutes les idées sont bonnes à prendre. Bien sûr, et vous êtes là pour nous en parler. Merci, ma chère Valérie. On vous retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles initiatives. Dans votre trésor, on vous emmène maintenant à Notre-Dame de la Garde, après Notre-Dame de Paris. C'est la célèbre basilique de Marseille qui entame une renaissance. La Bonne Mère, comme on la surnomme, va être totalement dépolluée et redorée. C'est vraiment un chantier historique qui débute et que l'on suit avec Joanne Mavier et Alexandre Lépiné. C'est une gardienne qui accepte aujourd'hui que l'on prenne soin d'elle. Depuis 3 mois, la statue de la Vierge et des 4 anges qui l'entourent sont rénovées, grâce, entre autres, aux dons de nombreux Marseillais. On est tellement fiers de Notre-Dame. Pour nous, c'est plus qu'un patrimoine, c'est plus qu'un lieu touristique. En tant que Marseillais, voilà, tout est dit, c'est Notre-Dame, quoi. C'est un symbole de Marseille et pour nous, elle nous protège, nous Marseillais, donc c'est hyper important pour nous de venir. Un gigantesque échafaudage pour un chantier colossal de 2,8 millions d'euros. Première étape pour les ouvriers, renforcer le piédestal. Là, je suis en train d'appliquer ce qu'on appelle comme une compresse de mortier qui va pouvoir dessaler le mur
Et la pierre en entier. Une sorte de pansement pour consolider les pierres, en première ligne face aux caprices de la météo et du climat. Elles ont été dégradées par le vent. Ils pénètrent au bord de la menuiserie et dégradent et rodent la pierre énormément. Remplacer les pierres les plus endommagées, un savoir-faire rare et minutieux, pour réparer les stigmates du vent, des intempéries, mais aussi du sel qui grignote la pierre. Ces anges, depuis 150 ans, ont doucement fondu. Ici, on est au plus fragile de la basilique, au plus sensible, au plus délicat. C'est vrai pour les anges, mais c'est plus vrai encore pour la statue. Une statue invisible pour des touristes compréhensifs. Ouais, c'est vrai, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'il y avait de la rénovation, vous voyez, mais c'est pas grave. On apprécie quand même, il fait beau, c'est très chouette. Ah oui, j'aurais aimé que ce soit terminé, mais ça va, c'est super. Je comprends un peu, il fallait le faire en hiver peut-être, mais... Les touristes devront attendre début décembre pour admirer la statue de la Vierge, redorée avec 30 000 feuilles d'or. Pour financer cette ultime étape, l'appel aux dons des particuliers est toujours ouvert. Votre trésor découverte et on continue notre beau voyage au cœur de l'Allier à la rencontre de ces Bourbonnais fiers de leur tradition et de leur territoire. C'est le cas de Denis. Denis qui est viticulteur depuis près de 30 ans dans le vignoble de Saint-Pourçain. Le trésor chez vous, c'est avec Laetitia Legendre, Audrey Burla et Emmanuel. Faire des pieds et des mains pour se soigner durant 3 semaines, c'est le credo de Marie-France. Heureuse de retrouver Sylvie, la responsable des soins sur la station. Ah oui, il faut travailler les mains, les pieds, on bouge tout, on bouge tout, on bouge tout. Une fidèle parmi les fidèles, déjà 14 années de cure à Bourbon-l'Archambault. C'est familial, voilà. Et puis j'aime bien en début d'année parce que là, en plus, il y a moins de monde. Alors on est un peu plus chouchouté. Donc ça, on aime bien. Bonjour le trésor, bienvenue chez nous. Jacques, l'époux de Marie-France, qui lui ne fait pas de cure. Bonjour Adeline. Prend néanmoins soin de sa santé. Bon comme d'habitude pour moi, c'est un croustillant chocolat. Pour Marie-France, je vais prendre une tarte aux pommes. Il a pris ses quartiers à la Marquisette, une pâtisserie installée à côté de la station thermale. Chacun a son domaine. Elle, c'est la cure, les soins, parce qu'elle en a besoin. Et moi, c'est la pâtisserie, j'en ai besoin. Maintenant, une réputation, je n'ai même plus le besoin de demander. Adeline, elle sait tout de suite ce que je veux. De bons vivants, dont Sylvie, dans sa station thermale, prend soin durant l'année. Des éleveurs comme la famille Guerrier, qui se distinguent par leurs bovins de qualité. Des gourmands comme Denis qui apprécient le vin et les bonnes tables de l'Allier. Il fait partie des plus anciens de France, le vignoble de Saint-Pourçain. Et ces dernières années, il a gagné en notoriété. Un défi auquel participe la famille Barbara. Ces vins, Pierre Rollo, sommelier dans un restaurant gastronomique, aime les goûter, les proposer à ses clients, plutôt qu'un Bordeaux parfois plus rassurant. On imagine complètement les plats qui vont aller avec. Là, effectivement, on est sur un millésime récent qui mériterait encore un petit peu d'attendre. Mais on voit déjà le potentiel qu'il va avoir. Et on voit qu'on a une très belle longueur de bouche, on n'a pas un défaut, on a un très très bel équilibre. Donc non, rien à redire. On fait un vin à son image, en effet. Ce qu'il y a de vraiment intéressant et de reconnaissant pour le vigneron, c'est quand le client goûte le vin, il dit « Ah, j'ai retrouvé un peu de vous dans le vin », voire un peu beaucoup même. Au cœur de l'Allier, Charroux, estampillé plus beau village de France. Avant que Denis Barbara et sa femme Monique aillent dîner dans le restaurant gastronomique de Pierre, le sommelier, petite visite de cette cité médiévale encore préservée. Pas un chat, ou presque. Mais après, tu vois, il y a les petites confiseries, il y a plein de petites cours, moi, que je trouve super sympa. La saison idéale pour se perdre dans ces petites rues pavées. Moi, ce que j'aime avec Charroux, c'est ce côté un peu double casquette. Parce que là, on le visite, c'est très calme, il n'y a pas un chat. Par contre, il faut imaginer un jour de fête de la soupe ou quoi que ce soit, on ne peut pas bouger. Tout est collé, le monde circule de partout, donc c'est ça qui est plaisant aussi. Ce soir, le couple découvre le nouveau décor du restaurant où Pierre travaille. Des produits locaux de qualité et forcément à la carte,
les vins de la famille Barbara. On va commencer par quelque chose de frais, percutant, qui va nous mettre l'eau à la bouche. L'Allier et son terroir encore méconnu méritent d'être explorés, savourés. Il est gourmand, votre département. Ah, il est gourmand, oui, oui. Il y a le charolais, on a tout. On a le poulet AOP, maintenant, le poulet bourbonnais, notre vin. On a une magnifique rivière qui s'appelle Allier, qui est très riche en poissons. On est des passeurs, simplement. On est des passeurs. En fait, les trésors, ils sont là. Nous, on fait que de les passer et de les rendre un peu plus visibles, simplement. À l'origine de ce restaurant tout en gourmandise, des enfants de la région, Mélina et Charles Moncouillou, qui ont fait, il y a 1 an, le pari de s'installer... Où, Édouard, tu mets les coques? Dans l'Allier, à Charroux. Pas connu l'Allier. Comment ça, c'est pas connu l'Allier? Bien sûr que si, c'est connu l'Allier. C'est un des plus beaux territoires de France, bien sûr que si. Et puis il y a l'incontournable pâté aux pommes de terre, rempli de crème, de pommes de terre, qui cuit longuement au four. Manger ça avec une petite salade chez mamie, c'est extraordinaire. La viande charolaise s'invite aussi sur ces grandes tables, avec des bêtes d'exception. Pour le moment, à Saint-Pourçain, chez la famille Guerrier, les éleveurs, Jérôme et Valentin, mettent de côté leurs chouchous. Des petits veaux qui, à 2 mois, promettent déjà. Elle a vraiment un bel arrondi de culotte, quoi. Et puis des pattes, elle est bien sur ses aplombs, elle a une bonne tête. Très longue. Très longue. C'est un jeune talent. C'est le lot généralement qu'on garde le bord de chez nous, où tous les jours, tous les matins et soirs, on les voit. Donc ça nous encourage à travailler. Peut-être un jour deviendront-ils de futures bêtes de concours, comme les 4 charolais qu'ils doivent charger afin de participer. Allez, doucement. Allez, allez, allez. Dans quelques heures, à la foire agricole de Varennes-sur-Allier. Le bœuf doit faire autour de 1 tonne 150 et la génisse doit faire autour de 1000 kilos. C'est notre sport. Quelques kilomètres à parcourir. Et le bœuf et les 3 génisses vont pouvoir prendre place aux côtés des 170 bovins que les éleveurs vont présenter. Maintenant, on espère qu'il va bien finir, quoi. Jérôme en profite pour faire un rapide repérage des potentiels concurrents, en pinçant leur postérieur afin d'évaluer la finesse de leur cuir. On regarde, hein. On est curieux. Et alors, la concurrence, elle est comment là, j'en ai vu une super bonne en haut, là-bas. Mais il y a un beau concours, quoi. Il y a toutes des belles bêtes, donc ça va être dur. C'est du niveau. Oui, c'est du haut niveau. Reste un dernier lavage et quelques coups de brosse avant d'espérer obtenir, peut-être demain, les prix tant convoités pour lesquels Jérôme et tous ses éleveurs ont travaillé durant de longues années. Et vous verrez demain, la bataille est acharnée niveau tarif et niveau prix. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo Anaïs Baïdemir qui nous annonce le retour du soleil. Ça fait du bien. À 20h, vous avez rendez-vous avec Julien Arnaud pour le journal, suivi de la grande soirée de l'info, envoyé spécial, complément d'enquête. Nous, on se quitte avec ces belles images. Regardez la fête Saint-Georges en Grande-Bretagne, saint protecteur de l'Angleterre, où il est célébré chaque année en héros, comme ici dans les rues de Londres. Tout cela en musique et de manière très colorée. Passez une très très bonne journée. À demain, 13h évidemment. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.